Salut bonnes gens. J'ai reçu quelques critiques quant à la clarté des concepts. En fait, comme dans les cours et les séminaires, aussi bien en théologie qu'en psychologie clinique, nous abordons chaque concept de manière analytique, donc en fouillant un, euh, un objet d'étude. Manifestement, j'ai manqué de clarté quant à l'organisation générale qui en particulier permet d'utiliser des éléments, des grilles de lecture tirées de la psychologie clinique, mais aussi de la théologie et de l'épistémologie et de la philosophie. Donc, j'ai eu des demandes diverses et dans des lieux divers, à la fois des séminaires de théologie et des cours et séminaires de psychologie clinique. Donc, voici deux tableaux essentiellement qui prennent de la hauteur, si j'ose dire, et qui, semble-t-il, permettent d'associer les éléments et d'éviter une approche un peu pointilliste. Disons que c'est comme si nous éloignions d'un tableau pointilliste, d'un tableau impressionniste, pour enfin que se dessine le dessin dans toutes les orthographes possibles du propos. Donc, voici. Pardon. Donc, quelques références tirées en général de Zeugma. Je vous conseille vivement d'aller relire tout cela, vous le connaissez, sachant que l'élément d'aujourd'hui se trouve en postface, si j'ose dire, du dernier document, le document numéro 5. Mais je mettrai les 4 pages en plus en PDF pour ceux qui voudraient l'avoir en statique, ce qui est, ma foi, tout à fait intéressant. Donc, premier schéma, un schéma qui est déjà assez ancien, qui a eu pas mal de succès, en plus il a été récupéré dans les revues, traduit, etc., mais qui ne pointe que la grille de lecture cognitive. Donc ça décrit un processus d'intelligence, enfin un processus de compréhension du réel, ou de lecture du réel. Nous avons vu que c'était une pareidolie hein, en fait, hein, donc que nous projetions sur le réel une lecture, mais qu'évidemment la carte n'est pas le territoire. Donc ce générateur de réponses, il se compose du monde extérieur qui est perçu par des récepteurs et qui est agi par des effecteurs. Oui, c'est un peu le jargon, pardonnez-moi, mais finalement il est utile. Donc ce tableau se lit dans le sens des aiguilles d'une montre, évidemment. Donc, euh, le principe du récepteur, c'est d'entrer en écho avec une mémoire sensorielle. Alors, premier gag, si j'ose dire, c'est que cette mémoire sensorielle, ou cette mémoire qui transforme un stimulus en sensation, et une sensation et perception, elle peut être non pertinente. Une mouche qui passe dans un bureau, c'est non pertinent. Une mouche qui passe dans un lieu où on sait que les mouches sont porteuses, par exemple, d'une maladie, tsetse ou autre, ça devient pertinent. Le déni étant à la fois un problème fonctionnel et un problème de censure inconsciente. Nous l'avons déjà vu dans l'analyse du travail par l'inconscient du sonnet de Baudelaire à une passante. Voilà. Donc je n'insiste pas, c'est déjà compris, semble-t-il. Le deuxième type de mémoire, le plus simple, le plus primaire, le plus primal en tout cas, la douleur. Et là, c'est extrêmement simple. Vous avez un réflexe
le plus court possible. Il ne passe pas par le cortex, hein, il est vraiment très court. Donc, cette mémoire sensorielle peut être analysée comme participant d'un analyseur de taux de reconnaissance. C'est-à-dire que le psychisme, le système de la mémoire, va comparer extrêmement rapidement le résultat du stimulus, c'est-à-dire la sensation, avec un corpus d'éléments déjà perçus, c'est-à-dire déjà vécus comme sensation, revus et corrigés par le cortex en perception. Voilà, donc avec éventuellement des systèmes de causalité, des systèmes d'explication, de corrélation, etc. J'en passe et des meilleurs. Donc cet analyseur, le taux de reconnaissance, il fonctionne en allant chercher du côté des mémoires procédurales et lointaines, et il dit un taux de reconnaissance. Alors, nous allons schématiser dans une série de taux, mais évidemment, la courbe est bien plus compliquée que ce que je raconte, mais ça permet de voir diverses positions. Voilà. Diverses positions qui, dans ce tableau-là, sont présentées comme des positions cognitives, et nous verrons dans le tableau suivant, qui est beaucoup plus complexe, que ce sont des postures psychiques, voire des assignations familiales ou sociales. Mais pour l'instant, c'est la description du processus. Donc si le taux de reconnaissance est élevé, c'est-à-dire si le réel nous stimule en faisant vibrer en écho des ex-sensations déjà analysées en perception, avec toutes les séries causales, etc., etc. Eh bien, à ce moment-là, suivez la flèche rose, vous avez des réponses préprogrammées. C'est le fantasme de l'entraînement, c'est-à-dire que l'entraînement est une manière extrêmement facile d'encoder des séries de perceptions, c'est-à-dire de transcriptions de sensations en éléments organisés, de manière à une réponse adéquate. Alors, c'est fondé sur le travail, sur la répétition, sur l'acquisition du geste et du raisonnement en mémoire procédurale. Ça fonctionne tant que la carte est proche et asymptotique au territoire. Si vous suivez par exemple des sites sur l'aviation, les accidents d'avion, vous remarquez que évidemment il faut suivre ce savoir-faire et que chaque accident donne lieu à des analyses extrêmement complètes et précises qui se traduisent par des modifications de procédure. Mais que parfois, alors c'est rarissime, mais parfois le pilote a eu raison de ne pas utiliser cette fameuse flèche rose que voici, de ne pas utiliser ce que sa mémoire procédurale et lointaine lui apportait en écho, mais d'inventer une situation nouvelle, que nous verrons tout à l'heure. À l'opposé, vous avez des taux de connaissance nuls ou très faibles, c'est-à-dire que ce qui vous arrive vous semble totalement inouï, et inopiné en plus, mais on va dire inouï. Alors, suivez la flèche jaune, vous avez la réaction classique, c'est l'inhibition ou la sidération. En réalité, on s'aperçoit que le cortex frontal n'arrive plus à fonctionner. Il est inhibé. Alors, c'est plus exactement l'émotion qui passe par l'amygdale et l'insula inhibe le cortex. Il y a déjà un cours là-dessus, vous l'avez, et certains d'entre vous en savent 10 fois plus que moi là-dessus. Donc cette sidération correspond à une incompréhension totale. Ensuite, vous avez une autre situation, suivez le bleu, le taux de reconnaissance faible. C'est-à-dire que ce qui vous arrive vous évoque vaguement quelque chose. Et quelque chose qui était confus, était peu explicité, voire vous semblait totalement crispé. À ce moment-là, suivez la flèche bleue, vous avez une réponse globale. La réponse globale, c'est le mot utilisé par les éthologues essentiellement du monde animal, quand un animal
se trouve un peu hébété par une réponse globale, mais qui lui dit quand même quelque chose. Ça n'est pas de l'inhibition. Et les deux réponses classiques animales et peut-être humaines, hein, le beauf moyen fonctionne un peu comme ça, et le sociopathe, c'est soit la fuite, soit l'agression. Encore une fois, le cortex, il est peu présent. Il se contente éventuellement d'en rajouter sur les liens possibles entre la situation présente et la situation cryptée, confuse, alambiquée, rhizomique que lui présente sa mémoire procédurale et lointaine. Cela dit, je vous parlais tout à l'heure du pilote qui décide de ne pas suivre les procédures mais qui utilise son savoir acquis ailleurs pour répondre précisément à une situation inouïe. Et par exemple, le pilote Scully qui a posé son avion sur l'Hudson après avoir pris des oiseaux dans ses réacteurs et qui n'a pas suivi les procédures et qui a sauvé l'avion et ses 140 passagers. Il est d'ailleurs passé en procès pour ne pas, qu'il a gagné, pour ne pas avoir suivi la flèche rose, c'est-à-dire une réponse préprogrammée par un entraînement. Donc cette dernière solution, c'est un taux de reconnaissance moyen, donc ça n'est pas exactement ce qu'on a connu, mais accepté. Donc j'accepte à la fois l'événement et sa différence d'avec les événements déjà connus. À ce moment-là, suivez la flèche verte, vous êtes amené à inventer une situation nouvelle et le cheminement intellectuel, je vous renvoie au cours sur l'intelligence et à ce que vous savez par ailleurs, ça correspond à un cheminement heuristique. J'extrapole de ce que je sais des lois alors de causalité, de dialectique, rhizomique, enfin peu importe, et à partir de là, je peux induire une nouvelle loi dont je parie, je vous renvoie au cours sur la théorie des jeux, et je parie qu'elle va pouvoir répondre à la situation nouvelle, à condition de s'amender au fur et à mesure des éventuels échecs. Voilà. Donc ça, c'était le tableau, on va dire, cognitif, sachant que par la suite, avec l'entraînement et avec le travail, vous avez une dialectique, puis le mot doit apparaître, entre les récepteurs et les effecteurs. Plus vous avez d'expérience, et plus à la fois vous accroissez votre mémoire procédurale et lointaine, et vos capacités à en extrapoler des protocoles ou des dispositifs nouveaux. Voilà. Ce schéma se contentait d'être dans le champ cognitif. Le suivant va tâcher de montrer que ces éléments cognitifs correspondent de fait à des schèmes psychiques, en plus des schèmes qui sont anthropologiques. C'est-à-dire qu'on les trouve partout. Si on discutait avec Socrate, avec Aristote, avec Parménide, avec les savants du XVIIIe, avec Olympe de Gouges, avec etc., etc., nous aurions à peu près des accords sur ce système-là, en sachant qu'évidemment, ils ne connaissent pas forcément les outils. Oui, là, c'est le même tableau en PDF, pardonnez-moi pour que vous l'ayez directement. Donc, les concepts, les voici. Vous m'enverrez des mails ou des messages si je manquais de clarté, mais sachant que ces concepts ont déjà été en partie analysés de manière beaucoup plus complète et pour certains le seront cette année encore. Nous les avons pour certains simplement abordés. Donc au début, inarché, comme dirait la Genèse, vous avez le psychisme de nouveau-né. Il est caractérisé, c'est un mot encore insubstantiel, peu importe, il est caractérisé par le fait qu'il est confronté à un maelstrom de stimulus, de sensations, mais qu'il n'arrive pas à organiser en perception. C'est-à-dire que le cortex, déjà peu développé, hein, je rappelle que jusqu'à 18-20 ans, le cortex est encore en évolution, alors que la partie amygdale, noyau accumbens et insula est parfaitement actif. Donc la partie émotionnelle fonctionne. Voilà. Et la partie
production de signifiants de ses émotions. Voilà, vous connaissez mon dada sur la dissociation obligatoire et intelligente entre émotions et signifiants des émotions. On fait divers posts et diverses interventions là-dessus. Totalement vaines d'ailleurs par rapport aux médias. Mais passons. Ce maelstrom de sensations a besoin d'être organisé et il est organisé par ce que Bion a appelé le discours alpha. C'est un discours qui organise, qui repose sur la pensée magique, sur des causalités affabulatrices, mais cette fonction ontophobique fonctionne. Donc, vous tombez en trottinette, vous avez mal au genou, votre maman dit viens là mon chéri et fait un bisou sur le genou, en vous disant c'est fini, et c'est fini. C'est-à-dire que la causalité rationnelle est largement dépassée par une causalité magique. Voilà. Ce discours alpha, c'est aussi le Père Noël, c'est aussi éventuellement le petit Jésus, c'est aussi la souris qui vous donne 2 € en échange d'une dent de lait. J'espère ne pas choquer certains d'entre vous. Mais elle n'existe pas, la souris. Elle existe dans la pensée magique et dans le discours alpha, qui est une excellente manière de faire passer les seuils, en particulier le seuil des dents de lait aux dents d'adultes, et à la fois la douleur et la perte et la nouveauté que ça implique. C'est, du point de vue anthropologique, c'est parfait. Le risque de ce discours alpha, c'est de s'enquister dans un inceste focal. C'est-à-dire, pour être protégé, je reste dans le noyau originel. C'est-à-dire, vous n'avez pas, dans ce cas-là, si le risque est un récif où vous vous jetez de manière absolument nécessaire, ça signifie qu'il n'y a pas eu de tiers séparateur pour faire contrepoids à la diade. Le tiers séparateur, qui est en général la fonction paternelle, mais ça n'est pas genré du tout, vous apprend le monde extérieur, vous apprend que le monde extérieur est éventuellement apprivoisable, et vous apprend les moyens de discuter, négocier, échanger avec lui, avec l'altérité. Voilà. Donc, ce schéma-là, qui est entouré par ce cercle vert, c'est un schème récurrent, vraiment, on va le retrouver partout, qui est la défense du moi. Je vous renvoie à un cours qui a été filmé, une visio, attention, c'est en deux parties, sur la chaîne YouTube, sur la défense du moi, où vous avez une synthèse qui est relativement complète. Je suis toujours aussi modeste, c'est un vrai plaisir. Bon. Ce discours alpha, je reviens à mon tableau, ce discours alpha contraphobique, donc cette explication magique du monde, va se traduire une fois adolescent et adulte par ce que les philosophes appellent la Weltanschauung, une vision du monde. Cette vision du monde, suivez la flèche verte, on pourrait la caractériser par une grille de lecture épistémique. Évidemment, ça fonctionne par une pareidolie. La carte n'étant pas le territoire, comme on dit en sémantique générale, on décrypte le réel en fonction des attendus, c'est-à-dire à la fois des désirs et des censures dans l'inconscient. Nous reverrons cela, rassurez-vous. Et ça vous donne, alors j'ai évidemment schématisé dans ce tableau-là, une cosmologie, cosmologie, une théologie et un corpus de sciences. Alors souvent en théologie, les étudiants en théologie me disent oui, vous parlez de textes sacrés comme l'Ancien et le Nouveau Testament, comme un corpus pédagogique et non pas comme un acte de foi. Certes, de la même manière, je parle de la science, non pas comme de la vérité, ce qui serait sot, mais comme une vision, alors peut-être de plus en plus asymptotique à elle, je ne sais pas, mais pas forcément. C'est pas ce que disent les physiciens, par exemple. Au fur et à mesure où l'outil progresse, le réel nous paraît de plus en plus compliqué. Mais c'est une grille de lecture. L'outil modifie l'objet pris en compte. Voilà. Nous y reviendrons. Cette vision du monde, au plan psychologique, au plan du comportement, c'est rendu par des sketchs.
C'est-à-dire que toujours dans la logique de défense du moi confère le cercle vert de gauche, là, enfin de gauche sur le schéma, bien entendu, euh, eh bien, vous allez prendre un comportement qui correspond peu ou prou à la grille de lecture que vous avez du monde. Et cette grille de lecture, elle peut donner lieu alors je parle plutôt aux étudiants ou aux praticiens ou aux internes en psychologie, en psychiatrie, qu'aux théologiens, mais pas que, à des faux selfs. C'est-à-dire que nous sommes amenés à prendre un comportement qui correspond peu ou prou aux assignations familiales, sociales, qui nous insèrent dans un monde perçu à travers un schéma, une grille de lecture qui est conjoncturelle à sa classe sociale, la saga familiale, etc., etc. Autrement dit, ici, la deuxième étape, si on lit en vertical, c'est du catholicisme. Je rappelle que catholique veut dire intégral. Hein. Holos, c'est la racine de hologramme, qui veut dire tout entier en grec. Et la fonction de cette grille de lecture catholique, pas d'allusion à la religion, hein, toutes les religions se veulent catholiques, tous les dogmes se veulent catholiques, et même certains scientifiques se veulent catholiques, c'est-à-dire qu'ils se figent dans leur vision du monde, dans leur grille de lecture, même si elle est erronée. C'est pas grave, c'est un schème quasiment anthropologique. Et la fonction factuelle de ce catholicisme, c'est l'homéostasie, c'est-à-dire la résistance au changement. Et l'inceste focal, c'est-à-dire plus je m'éloigne de ceux ou celles qui ont une grille différente, mieux je me porte. Les conséquences, je ne l'ai pas mis là, c'est le communautarisme, les racismes, les sexismes, etc. J'en passe, et des meilleurs. Donc cette grille de lecture, comme en dire deux mots, elle explose ou elle risque d'exploser dans, vous avez vu qu'il y a une jolie flamme qui met en évidence cette formule, quand elle se trouve confrontée à une dissonance cognitive. C'est-à-dire que, imaginez que votre grille de lecture rende compte de, je schématise, 90% des éléments perçus. Bon, ben vous niez les 10% qui n'entrent pas dans votre grille, point. Si ces 10% deviennent 15, 20, 30%, quand votre grille de lecture ne rend pas compte de 35, 40% des éléments, alors il va falloir réagir. C'est-à-dire que dès que vous avez une ouverture au monde, une ouverture à l'altérité, ce que normalement le tiers séparateur aurait dû vous apprendre, cela dit, hein, les tiers séparateurs, c'est-à-dire les parents, les enseignants, les moniteurs, les adultes référents, enfin des personnes assez enthousiasmantes pour vous amener hors de la matrice. Voilà. Eh bien, une fois qu'il y a cette dissonance cognitive, vous assistez à plusieurs mécanismes. Alors, selon votre culture, vous pourrez donner des exemples de ce fonctionnement dans l'histoire des conciles pour ceux qui ont eu le bonheur de faire la théologie, et des schismes divers. Et pour ceux qui sont plutôt dans la grille de lecture psychologique ou psychiatrique, eh bien, ou sociologique, eh bien, vous avez à la fois les névroses, les psychoses, les problèmes comportementaux et les problèmes sociaux et les problèmes de démocratie, etc. etc. Alors, cette grille, elle est, me semble-t-il, assez universelle. Donc vous avez du déni, les éléments que je perçois, en fait, ils n'existent pas, ou alors ils sont apportés par Satan ou par des forces négatives. Autrement dit, vous avez ce qu'on appelle une défense maniaque. Je défends ma matrice, au sens propre du terme d'ailleurs, je défends ma diane, je défends mon pays, je défends mon genre, je défends ma couleur de peau, je défends mon style, je défends mon âge, le jeunisme contre les boomers, enfin c'est du délire. Et à ce moment-là, deuxième flèche qui va
la même logique, vous avez une quérulence forte contre ce qu'on appelle le grand autre et l'altérité. Dans le pire des cas, ça se traduit par l'élimination, non pas seulement des idées, mais des personnes. Hein. Guerre de religion, pensez à Saint-Barthélemy, pensez à Gaza, pensez, etc., etc., etc. Autrement dit, la quérulence devient le bras armé et ceux et celles qui apportaient, et ceux qui apportaient, donc les discours, les propos, les corpus intellectuels et universitaires par exemple, qui sont porteurs d'éléments qui n'entrent pas dans la grille de lecture N-1, ben, vont être totalement éliminés, même factuellement. Deuxième hypothèse, le moyen d'éviter de se confronter à ces 35-40% d'éléments non pris en compte par l'analyse, ça tient à deux fonctionnements. La banalisation de la déviance, c'est-à-dire par rapport à son axiome de base, axiome qui était la base, si j'ose dire, de la conceptualisation qui permettait de décrypter le monde, eh bien, en banalisant la déviance, on oublie les axiomes. C'est un certain nombre de discours actuels où on parle uniquement de la partie théorème ou application d'une théorie scientifique, théorie politique, théorie économique, théorie psychologique, théorie scientifique, en oubliant de dire que si on était intelligent, j'allais dire spinoziste, eh bien il faudrait comparer l'axiome, c'est-à-dire que la base de la pyramide inversée évidemment. Et si je discute avec quelqu'un sur le fait, je ne sais pas, est-ce qu'il est pertinent de frapper les enfants, le débat n'est pas là. Le débat est dans l'axiomatique, qu'est-ce qu'un enfant? Et quel est le projet d'enfant? Quel est l'axiome du système éducatif qui mène à un enfant? Que ce soit dans la famille ou dans l'école, etc., etc. Vous voyez que la banalisation de la déviance, c'est une série de petites erreurs pensées, nous l'avons déjà vu, au modèle de Reason, vous savez, la conception d'un processus qui ressemble à du gruyère, avec des trous qui ne sont pas alignés, chaque tranche étant une des barrières contre un accident, et le jour où les trous sont alignés, ça donne lieu à un accident majeur dont les causes viennent de loin et sont multiples. Et le deuxième fonctionnement, c'est l'inversion de la paire, c'est-à-dire que même si on commence à entrevoir qu'il y a une possibilité de renouveau de l'axiomatique et du système de décryptage, on préfère garder ces vieilles pantoufles, même usagées, plutôt que d'en avoir de nouvelles ou de marcher sans pantoufles. Enfin, bon, bref. Donc, ces deux processus, on les retrouve partout dans les analyses technologiques, de l'engineering, de la sociologie, de la psychiatrie et des grands ensembles. Hein. On va dire que le syndrome de Parkinson, alors pas celui qui fait trembler, mais en sociologie, qui amène une institution à ne penser qu'à elle-même et à mettre plus d'énergie à s'auto-congratuler et s'auto-nourrir qu'à faire ce qu'elle doit faire, ça a touché essentiellement au début les études portaient sur l'armée rouge, sur l'éducation nationale, sur un certain nombre de grandes structures, et ben, nous sommes dedans. Et ça correspond à l'inversion de la perte. L'énergie, je la mets pour conforter ma structure plutôt que d'agir sur le réel. Alors évidemment, il y a possibilité, je terminerai quand même sur l'optimisme, il y a des possibilités de changement. Alors ça implique un changement de méthode. Alors j'ai écrit méthode comme ça fait un peu cuistre, mais bon, pour bien montrer que dans méthode, il y a odos en grec qui veut dire le chemin. C'est-à-dire que la méthode, c'est pas uniquement un protocole que j'applique, c'est aussi un chemin qui se valide ou non dans le réel et qui peut mener, comme dit Socrate, à une aporie, c'est-à-dire à une impasse, un blocage. Hein. Et le changement mène aussi, si vraiment on veut aller jusqu'au bout de la logique, un changement d'axiomatique. Donc jusqu'à l'axiome, il faut changer. Et là, c'est une révolution culturelle et psychique qui est complexe, que ça oblige à dire je me suis trompé. Alors, c'est pas moi qui me suis trompé, c'est
j'ai pris une grille de lecture qui était erronée, elle ne fonctionne pas, j'en change. Remarquez que si on a été éduqué dans l'idée que l'on était coextensif à ses performances, ce fameux changement de méthode et d'axiomatique devient destructeur pour le moi. Et dans le système judéo-chrétien, nous sommes dedans, où l'erreur est considérée comme quasiment une faillite du moi, et pas une faillite du rapport au réel, d'un rapport au réel, conjoncturel. Et enfin, dernier changement nécessaire, un changement d'étayage, puisque nous avons étayé notre moi sur une vision du monde, d'abord le discours alpha, puis les systèmes oppositionnels adolescents, puis une série d'investissements en tant que jeune adulte. Bien, il y a bien un moment où on se dit, ces étayages, ils étaient conjoncturels, ils étaient nécessaires. Je ne reprocherai jamais à un adolescent d'avoir une période rock ou oppositionnelle ou gothique, peu importe, dans la mesure où c'est considéré comme une étape identificatoire. Voilà. Et puis changement d'assignation, c'est-à-dire cesser de penser que nous avons un caractère, entre guillemets, alors que ce caractère n'est que l'enquistement dans une série de nominations, de qualifications liées à des postures opportunistes, conjoncturelles. Vous le passerez au ralenti pour revoir la formule, mais il n'y a pas d'erreur. Voilà. Autrement dit, ce système-là, voilà, je me disais bien que voilà, ce système-là, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'instauration de protocoles par incestueux. Et quand, par exemple, une équipe de chirurgie change axiomatique par rapport à un fonctionnement, par rapport à un diagnostic, par rapport à une méthode, eh bien, ce qui est en jeu, ce qui moi me fait toujours un peu sourire, mais gentiment, c'est le petit enfant qui doit se débarrasser et déniaiser le discours alpha, et avec cette spécificité que ceux et celles qui ne l'ont pas déniaisé, donc qui ont encore en tête l'idée de parents bons, parfaits, à l'époque du discours alpha, c'est-à-dire quand ils avaient 3 ans, on va avoir le plus grand mal eux-mêmes à se désassigner de ce qu'ils pensent être leur étayage narcissique majeur. Et enfin, ce changement d'étayage d'assignation, il est de plus en plus facilité, que le moi peut jubiler ailleurs, dans une pratique artistique, émotionnelle, amoureuse, enfin, peu importe, et voire mystique, et ça autorise d'opérer des d'étayage, d'assignation, de méthode et d'axiomatique, je reprends ce qui est dans le cercle vert, sans pour autant se sentir dans la trahison de soi ou dans une nouvelle naissance. Ça n'est pas aussi simple que ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que j'ai éclairci les choses. Vous m'enverrez vos remarques par mail avec le moyen que vous souhaitez. Et puis éventuellement, je me remettrai à l'ouvrage si j'avais manqué de clarté. Mais de toute façon, chacun de ces éléments va être approfondi, chacun dans vos spécialités. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut, bonnes gens.